Lors de la fête de remise de diplôme de ma cousine, sa mère a dit « Ta fille a abandonné, peut-être qu'elle deviendra serveuse ». Tout le monde a ri pendant que ma fille regardait son genou. Puis une voiture noire est arrivée. Un homme en costume est entré et a dit « Nous sommes là pour Dr. Jordan, la plus jeune recrue de Harvard ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la fête de remise de diplôme de ma cousine, en plein milieu des festivités, ma sœur s'est levée, a levé son verre et a dit à Kayla, la fierté de notre famille. Contrairement à certaines filles qui abandonnent leurs études pour poursuivre des rêves qui ne paient pas les factures, Kayla, elle, a réellement terminé ce qu'elle avait commencé. La foule a ri. Pas très fort, mais suffisamment pour que ce soit entendu. Ce n'était pas une simple blague. C'était une pique adressée à quelqu'un. Ma fille Zuri était assise à côté de moi, dans une robe bleu pâle qu'elle avait repassée 3 fois avant que nous partions. Ses mains étaient sagement croisées sur ses genoux, ses yeux baissés. Elle n'a pas dit un mot. Je l'ai regardée cligner des yeux 2 fois, avec force, comme pour retenir ses larmes. J'ai regardé à travers le jardin, des ballons partout, des bannières dorées proclamant « Tu l'as fait, Kayla ». Un traiteur sophistiqué, des petites bouteilles de champagne avec des étiquettes personnalisées. Doreen, la sœur aînée parfaite, la frimeuse, l'infirmière praticienne au sac à main de marque, rayonnait comme si c'était elle qui recevait son diplôme. Et puis il y avait moi, la professeure d'anglais divorcée au lycée, garée à quelques pâtés de maison parce que ma voiture grinçait trop fort quand je freinais. La mère de la fille qui avait abandonné le MIT. Mais je n'avais pas honte de Zuri. Jamais. Il ne savait pas ce qu'elle avait traversé. Il ne l'avait pas vue veiller 36 heures d'affilée, travaillant sur des modèles d'apprentissage automatique que la moitié de ses professeurs ne comprenaient pas. Il n'avait pas entendu la panique dans sa voix quand elle m'avait dit qu'elle devait quitter le MIT. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas suivre, mais parce que quelque chose n'allait pas. Parce qu'elle voulait construire quelque chose de réel, pas seulement collectionner les diplômes. Mais rien de tout cela n'avait d'importance aujourd'hui. Ce qui importait, c'était la façon dont ils riaient. La façon dont ils agissaient comme si son histoire était déjà terminée. Puis, comme si l'univers était fatigué de leur petite célébration pleine de suffisance, une voiture noire s'est arrêtée devant la maison. Elle n'était pas tapax en grave-l'œil, juste propre et élégante. Vitres teintées, moteur silencieux. Personne ne l'a remarqué au début, jusqu'à ce que la portière arrière s'ouvre et qu'un homme en costume gris foncé en descende. Il n'a pas jeté de regard autour de lui ni hésité. Il a marché droit à travers le portail ouvert, a dépassé la pergola, est passé sous l'arche de ballon et s'est dirigé directement vers notre table. Les conversations se sont tues, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Il a regardé Zuri. Dr. Zuri Thompson? Zuri a levé la tête. Son expression n'a pas changé. Elle s'est levée lentement et a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit. L'homme a fait un petit signe de tête respectueux et a repris la parole. Nous sommes ici de la part de l'initiative de recherche en intelligence artificielle de Harvard. Félicitations. Vous êtes officiellement la plus jeune recrue de l'histoire du programme. Si vous êtes prête, nous vous escorterons à la conférence de presse. Je ne me souviens plus d'avoir respiré. J'ai vu les lèvres de ma sœur s'entr'ouvrir, son verre s'incliner légèrement dans sa main. Quelqu'un a laissé échapper un hoquet de surprise et Kayla s'est figée en pleine bouchée, sa fourchette toujours en l'air. Zuri a glissé ses boucles derrière une oreille et m'a regardé. Elle n'a pas souri, mais je l'ai vu dans ses yeux. Ce message tacite, je t'avais dit que j'y arriverais. Puis elle s'est tournée, a fait un signe de tête à l'homme et a marché à ses côtés vers la voiture. Pas d'explication, pas de discours de revanche, juste une force tranquille. Ils avaient ri d'elle. Ils l'avaient prise en pitié. Ils avaient cru connaître la fin de son histoire, mais ils avaient tort. Ils ne savaient même pas à quel chapitre elle en était. L'invitation était arrivée dans une enveloppe dorée avec des lettres roses. Vous êtes cordialement invité à célébrer la remise de diplôme de Caleb Brigg de l'Université de Géorgie. Il n'y avait aucune chaleur, juste de la formalité, comme si elle avait été imprimée plus pour l'apparat que par sincérité. Je l'ai fixée pendant une journée entière avant de répondre. Je savais ce que serait cette fête. Un étalage, une parade de réussite, un moment parfaitement orchestré pour que Doreen montre au monde à quel point elle avait tout réussi avec brio. Mari, carrière, fille, maison avec une véranda faisant le tour. Doreen avait toujours été comme ça. Même petite, c'était elle qui figurait au tableau d'honneur pendant que je nettoyais après les gardes de maman.
Elle portait des chaussures cirées et levait les yeux au ciel quand j'oubliais de brosser les cheveux de Zuri en allant au catéchisme. Pourtant, j'ai dit oui. Zuri méritait d'y aller, non pas parce qu'elle devait des explications à qui que ce soit, mais parce que se cacher n'aurait fait que confirmer leur soupçon que quelque chose avait mal tourné, qu'elle avait échoué. Le jour J, nous nous sommes préparés en silence. Zuri a enfilé la robe que je lui avais achetée des mois auparavant lors d'une de nos rares virées au centre commercial. Elle a passé une brosse dans ses boucles serrées, les a séparées légèrement sur le côté et a sauté le maquillage. Elle paraissait jeune et douce, et plus forte qu'elle ne le pensait. Je portais un chemisier bleu marine que je n'avais pas touché depuis mon entretien pour le poste de chef de département. Je n'avais pas eu le poste, mais j'avais gardé le chemisier. Il me rappelait que j'essayais encore. Sur la route, je l'observais dans le rétroviseur. Ses yeux étaient fixés sur l'extérieur, sur un monde dont elle ne se sentait plus faire partie. Je voulais dire quelque chose de réconfortant, quelque chose de maternel et de profond. Mais chaque phrase qui me venait à l'esprit semblait trop insignifiante, trop tardive. Alors j'ai juste dit, « Ça va ?» Elle a hoché la tête une fois. « Bien. » Ce n'était pas bien, mais j'ai laissé tomber. La maison de Doreen ressemblait à une image de magazine. Briques blanches, parterre de fleurs si précis qu'il ne semblait pas réel. Une bannière personnalisée s'étirait sur le porche. Des voitures étaient garées des deux côtés de la rue. Je me suis garé au coin pour que personne n'entende mes freins grincer. Zuri est sorti sans hésitation, le dos droit, le visage impénétrable. À l'intérieur, dans le jardin, c'était tout ce à quoi je m'attendais. Des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus de tables en lin blanc. Il y avait une fontaine de chocolat et un bar à champagne avec des flûtes déjà à moitié remplies. Kayla se tenait près du centre, entourée d'amis en robe d'été et de garçons en chemise, riant comme si rien n'avait jamais été difficile dans sa vie. Doreen nous a aperçus et nous a fait signe. Mais il y avait quelque chose de tendu dans son sourire. J'ai marché vers elle avec Zuri à mes côtés, retenant mon souffle face à ce qui allait arriver. « Vous êtes venu ?» a dit Doreen. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. » « Nous avions dit que nous viendrions, ai-je répondu, gardant une voix égale. Ses yeux se sont tournés vers Zuri. « Et tu as l'air reposé. »« C'est bien. Parfois, le repos est tout ce dont on a besoin quand on essaie de faire le point. » Zuri a esquissé un sourire poli mais n'a rien dit. J'ai présenté Zuri à quelques cousins éloignés qu'elle n'avait pas vus depuis son adolescence. Les conversations étaient légères mais chargées d'une tension subtile. Les gens disaient des choses comme « Alors, quelle est la prochaine étape ?» et toujours en pause 1, comme si elle était bloquée au lieu d'évoluer. Il y avait de la musique, quelque chose de doux et jazzy, mais elle ne pouvait pas étouffer les petites remarques pleines de sous-entendus. J'ai remarqué comment les gens regardaient Kayla avec admiration et Zuri avec une inquiétude silencieuse, comme si elle était un exemple à ne pas suivre dont on parlait à voix basse à table. Toutes les quelques minutes, je me surprenais à balayer la foule du regard, cherchant des issues de secours ou des visages amicaux. Il n'y en avait pas beaucoup, juste des gens qui nous connaissaient autrefois, qui pensaient nous connaître encore. Zuri s'est excusé pour aller chercher un soda et est resté près de la table du buffet, regardant les discours commencer. Je suis resté en retrait, les bras croisés, faisant semblant d'écouter pendant que le mari de Doreen portait un toast à la brillance et au dévouement de Kayla. Quand Doreen s'est levée pour parler, je l'ai vu regarder dans notre direction, pas directement Zuri, mais assez près pour attirer l'attention. Certains enfants savent simplement ce qu'ils veulent, a-t-elle dit en levant son verre. Ils ne flanchent pas. Ils gardent le cap. Ils terminent ce qu'ils commencent. Ce n'était pas subtil. C'était un coup de semonce, une performance déguisée en compliment. Zuri n'a pas réagi. Elle a juste pris une gorgée de son gobelet et a regardé la foule. J'ai vu une lueur dans son expression. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la peine. C'était quelque chose de plus calme, quelque chose qui s'installait profondément. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous n'assistions pas seulement à une fête de remise de diplôme. Nous traversions un champ de bataille. Doreen avait toujours su comment planter un couteau sans élever la voix. Ses mots tranchaient nets et rapides, cachés derrière des tons polis et une fausse sollicitude. Elle n'avait jamais eu besoin de crier pour humilier quelqu'un, surtout pas moi, et certainement pas Zuri. La fête s'est poursuivie après les toasts. Les gens déambulaient, remplissant leurs assiettes de brochettes de crevettes et de tranches de gâteau au citron. Le DJ passait du R&B doux depuis un coin sous un auvent blanc. Je suis resté près de Zuri, sans la couver du regard, mais assez proche pour qu'elle ne se sente pas complètement seule. Elle était assise tranquillement à une table en bordure du jardin, à l'ombre d'un grand magnolia.
Ses mains reposaient sur ses genoux, ses yeux balayant l'herbe, détachés de la célébration qui tourbillonnait autour d'elle. De temps en temps, quelqu'un s'arrêtait et posait une question dont il ne voulait pas vraiment la réponse. « Alors Zuri, que fais-tu maintenant ? Oh, tu prends une petite pause ? C'est bien. Tu as le temps. Kayla a déjà son stage de prévu, mais chacun son parcours, n'est-ce pas ? » Elle répondait par de simples hochements de tête ou des demi-sourires. Elle ne mentait pas. Elle n'expliquait pas. Elle encaissait, petit à petit, comme seule une personne déjà brisée une fois apprend à endurer. Puis c'est arrivé. Doreen s'est avancée au centre du jardin, tenant une coupe de champagne, et s'est raclé la gorge. Tout le monde s'est tu rapidement. Elle aimait être sur le devant de la scène, et maintenant elle en avait une. « Je veux juste remercier tout le monde d'être venu célébrer Kayla », a-t-elle dit en souriant largement. « Vous savez tous à quel point elle a travaillé dur. Mention très honorable, bourse, stage, et maintenant une offre d'une des meilleures sociétés financières de New York. Nous sommes tellement, tellement fiers. » Les gens ont applaudi. Les appareils photos ont flashé. Kayla rayonnait à côté de sa mère, parfaitement encadrée par le soleil et la bannière scintillante derrière elle. Doreen n'avait pas fini. « Je veux aussi dire que tous les parcours ne ressemblent pas à ça. Certaines personnes font des détours. Certaines, eh bien, elles errent un peu plus longtemps. Elles essaient différentes choses. Certaines abandonnent même leurs études. Peut-être pour se trouver. Et peut-être, juste peut-être, qu'elles réussiront comme serveuses. » Elle n'a pas regardé Zuri, mais toutes les têtes dans la foule se sont lentement tournées dans notre direction. Une vague de rire a suivi. Tout le monde n'a pas ri, mais suffisamment. Juste assez fort pour piquer. J'ai regardé Zuri. Sa posture n'a pas changé. Ses mains étaient toujours croisées, son dos toujours droit. Mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Ses yeux sont tombés sur ses genoux. Elle a cligné des yeux 2 fois. C'était tout. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas partie. Elle est restée assise là et a absorbé chaque once de ce moment. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis à moitié levé, partagé entre le désir de la réconforter et celui d'affronter la situation, incertaine de ce qui la protégerait le plus. Mes instincts hurlaient de crier, de faire honte à Doreen comme elle venait de faire honte à ma fille. Mais Zuri a tendu la main sous la table et a doucement touché mon bras, une seule fois, et cela m'a arrêté. C'était sa façon de dire, ne fais rien. Non pas parce qu'elle n'était pas blessée, mais parce qu'elle ne voulait pas leur donner autre chose à raconter. Alors je me suis rassise. Autour de nous, le brouhaha a repris. L'insulte avait déjà été enterrée sous les compliments et les photos de fête. Les gens sont passés à autre chose, mais pas moi. Je ne pouvais pas. J'observais Zuri attentivement. Son visage restait calme, mais je savais mieux. Je savais le prix à payer pour être jugé par des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, qui ne voyaient que la surface et pensaient tout comprendre en dessous. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Zuri n'avait pas abandonné parce qu'elle avait échoué. Elle avait quitté le MIT après avoir reçu des offres de plusieurs laboratoires de recherche, non pas parce qu'elle ne pouvait pas gérer la charge de travail, mais parce qu'elle voulait plus qu'une éducation de marque. Elle travaillait avec des données réelles, conseillait des entreprises technologiques sur le développement éthique de l'IA et rédigeait des articles que des professeurs commençaient à citer. Mais elle n'en avait encore parlé à personne. Non pas parce qu'elle se cachait, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de leur approbation pour valider sa valeur. Pourtant, aucune mère ne veut voir son enfant ridiculisé, surtout pas par sa famille. Doreen est passée près de nous quelques minutes plus tard et s'est penchée juste assez pour murmurer, sans rancune, ma sœur. On s'amuse, c'est tout. Je l'ai fixée. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas hoché la tête. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction, parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. La vérité arrivait, et elle était sur le point de débarquer en plein milieu de sa petite fête parfaite. Zuri n'a pas bronché. C'est ce qui m'a le plus frappé. Après l'insulte de Doreen, après les rires, après les regards de travers et les remarques chuchotées, elle n'est pas partie en claquant la porte. Elle ne s'est pas défendue. Elle n'avait même pas l'air en colère. Elle est restée assise là, ses mains toujours posées sur ses genoux, ses yeux calmes et fixés sur quelque chose au loin. Mais je pouvais le sentir. Quelque chose avait changé en elle. Ce n'était pas spectaculaire ni visible pour quiconque d'autre, mais je l'ai senti comme un changement de pression atmosphérique. Elle avait encaissé le coup et avait décidé à ce moment-là comment elle allait réagir. Pas avec des mots, pas avec du drame, mais avec sa présence. Je me suis penché un peu, gardant ma voix basse pour qu'elle seule puisse entendre. « Ça va ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a hoché la tête une fois et a dit « Je ne suis pas en colère. »
J'en ai juste marre de faire semblant. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'avais passé tant de temps à l'encourager à protéger sa paix intérieure, à rester au-dessus du bruit, à laisser les gens penser ce qu'ils voulaient. Mais je réalisais maintenant que le silence avait un prix. Chaque fois qu'elle les laissait la sous-estimer, elle avait porté le poids de cette incompréhension. Aujourd'hui, elle avait atteint sa limite. Elle s'est levée lentement, a lissé le bas de sa robe, a redressé les épaules. « Je vais prendre l'air », a-t-elle dit. Je l'ai regardée s'éloigner de la table, non pas vers la maison ou la table du buffet, mais vers le bord du jardin où le portail donnait sur l'allée principale. Je voulais la suivre, mais je savais que je devais la laisser avancer selon ses propres termes. Il ne s'agissait plus pour moi de la défendre. Il s'agissait pour elle de s'affirmer pleinement. Quelques minutes passèrent, assez longtemps pour que la fête reprenne son rythme. Les gens dansaient, Kayla posait pour d'autres photos, Doreen tenait salon avec un groupe de femmes près du brasero, racontant des histoires de drames hospitaliers et combien le stage de Kayla allait rapporter. Puis je l'ai entendu. Un moteur de voiture, bas et régulier, s'est arrêté devant la maison. Il ne diffusait pas de musique à fond ni ne klaxonnait. Il est simplement arrivé et s'est arrêté. J'ai vu quelques personnes tourner la tête vers le portail, curieuses. Une berline noire élégante aux vitres teintées était garée près du trottoir. Le genre de véhicule qui n'a pas besoin de s'annoncer. La portière arrière s'est ouverte et un homme en est sorti. Il portait un costume gris anthracite impeccable. Il se déplaçait avec détermination, mais sans précipitation. Chaque pas était délibéré, ancré, confiant. Ce n'était pas quelqu'un qui venait en visite. C'était quelqu'un envoyé pour récupérer. Les conversations se sont à nouveau éteintes. Les gens se sont arrêtés en pleine phrase, leurs yeux le suivant alors qu'il entrait dans le jardin comme s'il avait été invité. Je me suis levé. Mon pouls s'est accéléré, non pas de peur, mais de reconnaissance. Je ne savais pas qui il était, mais je savais exactement pourquoi il était là. Il a marché directement vers Zuri, qui était revenu et se tenait juste à l'intérieur du portail. Il ne s'est pas arrêté pour poser des questions ou scruter la foule. Il la connaissait, et elle le connaissait. Il s'est adressé à elle avec une clarté totale, Dr Zuri Thompson. Le titre a retenti comme un coup de tonnerre dans ce jardin. Pas un surnom, pas une formule de politesse, un titre qu'elle avait mérité. Oui, a-t-elle répondu. Nous sommes ici de la part de l'initiative de recherche en IA de l'université Harvard. Vous devez prendre la parole lors du briefing d'annonce dans 2 heures. Si vous êtes prête, nous vous escorterons maintenant. Un silence de plomb est tombé sur le jardin. On pouvait entendre la fontaine gargouiller près du kiosque. On pouvait entendre le vent léger frôler les ballons attachés aux chaises. Personne n'a bougé. Zuri m'a regardé. Son visage était calme, impénétrable, mais ses yeux se sont ancrés dans les miens et y sont restés. Ce regard disait tout. Il disait, je t'avais dit que je construisais quelque chose. Il disait, je ne me cache plus. Elle s'est tournée vers l'homme, a hoché la tête une fois et a dit, je suis prête. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas regardé en arrière les gens qui avaient ri. Elle a juste avancé avec cette force tranquille qu'on ne peut pas simuler. Et je suis resté derrière, le cœur battant, la poitrine pleine, regardant ma fille entrer dans le monde. Non pas comme quelqu'un ayant besoin d'une permission pour y appartenir, mais comme quelqu'un revendiquant enfin sa place. Zuri n'a pas pressé le pas. Elle marchait d'un pas assuré, chaque enjambée délibérée. L'homme à ses côtés lui a ouvert la portière de la voiture, un instant, elle s'est arrêtée pour jeter un regard en arrière. Pas vers moi, pas vers Doreen, pas vers qui que ce soit en particulier, mais vers l'espace qu'elle laissait derrière elle. Puis elle est montée à l'intérieur. La voiture s'est éloignée sans drame. Juste le faible ronronnement du moteur et le crissement des pneus sur le gravier. Et c'était tout. Elle était partie. Mais ce qu'elle laissait derrière elle a eu un impact plus fort que n'importe quel discours. Plus fort que n'importe quelle confrontation. Le silence. Un silence total, stupéfait. Pas de musique, pas de bavardage, pas de foule riant faussement. Je suis resté immobile, mes mains agrippant le bord de la table devant moi. Les gens fixaient l'allée comme s'ils s'attendaient à ce que la voiture fasse demi-tour. La bouche de Doreen était à moitié ouverte, son verre figé en l'air. Kayla se tenait à côté d'elle, confuse et ne sachant plus si elle était toujours le centre de l'attention. Personne n'a posé de questions tout de suite, mais j'ai vu les regards. Ils n'étaient pas curieux. Ils étaient honteux, embarrassés. Les gens qui avaient ricané aux commentaires de Doreen plus tôt gardaient maintenant la tête baissée.
Une femme, une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années, est passée et a marmonné, c'était impressionnant, avant de disparaître derrière la table des boissons. Doreen s'est reprise la première, bien sûr. Elle a ri un peu, d'un rire forcé et aigu, et a dit, « Eh bien, je suppose qu'elle ne nous avait pas dit qu'elle allait donner des conférences TED maintenant, ou quoi que ce soit. » Elle m'a regardé, essayant de reprendre le contrôle de l'histoire. « Tu étais au courant, n'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux. Parce qu'elle n'avait rien à te prouver. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je suis sa mère, ai-je ajouté. Pas son attaché de presse. Le visage de Doreen s'est crispé. Ce masque parfait de supériorité a glissé, juste un instant. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait se défendre, mais aucun mot n'est venu. Elle s'est détournée et a fait semblant d'arranger les sangles d'une glacière, mais le moment lui avait déjà échappé. Je me suis rassise et j'ai bu une gorgée d'eau. De l'autre côté du jardin, les gens recommençaient à parler, mais le ton avait changé. Il n'y avait plus de suffisance, plus de compliments déguisés ni de coups bas. Ce qui persistait maintenant, c'était le souvenir de ce titre, Dr Zuri Thompson, prononcé par un homme en costume qui n'avait ni souri ni adouci les mots. Il les avait livrés comme un fait, parce que c'est exactement ce qu'ils étaient. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de Zuri, en route pour le centre universitaire. Je voulais juste lui dire merci d'avoir été là aujourd'hui. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de toi jusqu'à ce que je voie ton visage quand il a dit mon nom. J'ai fixé ce message pendant un moment. Non pas parce que j'étais surprise, mais parce que j'étais fière au-delà de ce que les mots pouvaient exprimer. Je ne l'avais pas élevée pour qu'elle recherche la validation. Je ne l'avais pas élevée pour qu'elle rentre dans de petites cases. Je l'avais élevée pour qu'elle réfléchisse profondément, pour qu'elle agisse avec intention, pour qu'elle soit courageuse dans des pièces qui n'étaient pas faites pour accueillir sa voix. Et aujourd'hui, elle s'était tenue à l'endroit même où les gens avaient autrefois douté d'elle et leur avaient rappelé qui elle était vraiment. J'ai regardé Kayla se regrouper avec ses amis. Elle a souri pour quelques photos, mais il y avait une raideur dans sa posture maintenant, comme si elle ne pouvait pas tout à fait se détendre. La célébration a continué, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus la seule histoire dans la pièce. Le contraste était impossible à ignorer. Zuri ne portait pas de toge ni de mortier ce jour-là. Elle n'a pas reçu de diplôme devant sa famille. Elle n'a pas reçu une salve d'applaudissements d'une foule entraînée à acclamer ce qui était attendu. Mais elle a obtenu quelque chose de mieux. La reconnaissance. Réelle, méritée. Une reconnaissance indéniable de la part de personnes qui comptaient, et devant des personnes qui ne pensaient pas qu'elles la méritaient. C'est ce qui a rendu le moment puissant. Pas la surprise, pas la voiture, pas le titre. Le pouvoir venait de la vérité qui avait tranquillement attendu son heure. Et quand elle est arrivée, elle n'a pas eu besoin de crier. Elle s'est simplement tenue droite, a dit son nom et a tout changé. Après le départ de la voiture, la fête ne s'est pas terminée tout de suite, mais c'est tout comme. Les gens ont essayé de reprendre leur petite conversation. Ils ont rôdé près des tables de buffet, ont ri un peu trop fort, ont applaudi en rythme avec la musique, mais l'atmosphère avait changé. La représentation était terminée. Quel que soit le rôle que les gens avaient joué ou fierté, pitié ou indifférence, il ne suffisait plus à masquer ce dont ils venaient d'être témoins. Zuri était partie, mais la vérité sur qui elle était restée. Je suis restée assise tranquillement, mon assiette intacte, observant les conversations se dérouler. Personne n'est venu me parler directement au début. Ils ne savaient pas quoi dire. La plupart d'entre eux avaient passé la dernière heure à traiter ma fille comme un échec. Maintenant, ils ne savaient pas comment réécrire le scénario assez vite pour suivre la réalité. Finalement, quelques-uns se sont approchés. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a posé une main sur l'épaule et a dit « Ta fille a quelque chose de spécial ». Un autre homme, l'un des beaux-parents de Doreen, a hoché la tête et a dit « Vous devriez être fiers ». Je les ai simplement remerciés calmement, sans prétendre que tout cela importait plus que la vérité que nous connaissions déjà. Doreen m'a évité pendant le reste de la fête. Elle est restée près de Kayla, qui essayait de sourire malgré le poids de ne plus être la lumière la plus brillante de la pièce. Ce n'était pas sa faute. Kayla avait fait le travail. Elle avait mérité son moment. Mais ce que Doreen n'a jamais compris, c'est que le succès ne brille pas plus fort en faisant de l'ombre aux autres. Zuri n'avait pas besoin de rivaliser. Elle n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Elle avait déjà construit quelque chose de plus précieux que les applaudissements. Elle avait construit la résilience.
Quand nous sommes rentrés ce soir-là, j'ai trouvé la porte de sa chambre entr'ouverte et la lumière de son bureau toujours allumée. Elle n'était pas là, mais son ordinateur portable était ouvert et son carnet posé à côté. Une page de croquis et d'équations était à moitié remplie, un stylo posé sur le papier comme si elle venait de s'absenter une minute. C'est ainsi que j'ai su que ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le milieu de quelque chose qui grandissait encore. Elle m'a appelé ce soir-là depuis le centre universitaire. Sa voix était légère, posée, même un peu amusée. Ils m'ont demandé si je voulais relire le communiqué de presse. J'ai dit, je veux que le travail parle en premier. J'ai souri. Je suis fier de toi. Il y a eu une courte pause avant qu'elle ne réponde, je sais. Ce n'était pas arrogant. C'était confiant. Elle l'a dit comme quelqu'un qui l'avait mérité, comme quelqu'un qui y croyait enfin. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle a commencé à se répandre. Quelques personnes de la fête ont pris contact, prétendant avoir toujours su qu'elle était douée. L'une d'elles a même demandé si Zuri accepterait de parler à sa nièce des programmes de codage. J'ai transmis le message sans commentaire. Zuri a répondu poliment. Elle n'avait rien à prouver et rien à régler. C'est la différence entre une affirmation et une preuve. J'ai pensé à Doreen. Je ne sais pas si elle s'est jamais avoué ce qu'elle avait fait ce jour-là. Peut-être s'est-elle dit que c'était une blague. Peut-être s'est-elle convaincue que ce n'était pas personnel. Mais je n'ai pas besoin d'excuses, parce qu'au moment où cette voiture s'est arrêtée et que cet homme a prononcé son nom, Zuri a obtenu tout ce que Doreen ne pourrait plus jamais lui enlever. Pas l'acceptation, pas la validation, mais le respect. Un respect réel, mérité. Et j'ai appris quelque chose aussi. En tant que mère, vous vous battez si fort pour protéger votre enfant de la douleur. Mais il arrive un moment où la protection devient permission. La permission de s'élever, de parler, d'entrer dans la pièce en étant soi-même et d'arrêter de s'excuser pour son chemin. Ce jour-là, je n'ai pas défendu Zuri. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas essayé de réécrire l'histoire. Je suis juste resté immobile et je l'ai laissé s'approprier ce moment. Et elle l'a fait. Alors laissez-les rire. Laissez-les médire. Laissez-les tirer des conclusions avant que l'histoire ne soit terminée. Parce que lorsque la vérité arrive, elle ne demande pas d'applaudissements. Elle entre simplement, dit votre nom et attend que vous vous leviez. Et ma fille s'est levée. Ce jour m'a appris quelque chose que je n'oublierai pas. Toutes les victoires ne sont pas bruyantes. Tous les triomphes ne s'accompagnent pas d'acclamations. Certains des moments les plus puissants sont silencieux. Une jeune fille qui se relève après avoir été méprisée. Une voiture qui arrive au moment exact. Un nom prononcé avec le respect qu'il a toujours mérité. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un en qui vous croyez, quelqu'un qui a été douté, sous-estimé ou moqué, j'espère que vous la partagerez avec cette personne. Faites-lui savoir que son histoire n'est pas terminée. Faites-lui savoir que son moment arrive. Et si cela a signifié quelque chose pour vous, si cela vous a touché personnellement, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Des histoires sur la force, la vérité et les moments tranquilles qui changent tout. Merci d'être là. Je vous dis à la prochaine.